Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Lorcana FR, j'espère que vous allez bien, je suis super content de vous faire cette vidéo aujourd'hui, je tourne ça entre deux vidéos le plus rapidement possible pour pouvoir vous partager cette vidéo le plus rapidement possible évidemment. On va s'intéresser aujourd'hui à la performance de Zan Sayed. Pour ceux qui ne savent pas qui est Zan Sayed, c'est un ancien champion de Magic. Il a été notamment élu en 2019 Player of the Year par l'organisation Star City Game. Donc c'est un gars qui a plutôt un bon niveau sur Magic et qui s'est mis donc du coup à l'Orcana. Il faut savoir que Zan Sayed a remporté le plus gros tournoi américain la semaine passée avec plus de 200 joueurs et il l'a remporté avec un deck qui moi me tient particulièrement à cœur, Humbersteel Song. Donc voilà, pour tous ceux qui pensaient qu'Humbersteel Song n'était plus là, moi j'avais plutôt théorisé que Humbersteel Song était un deck qui était très dur à jouer, mais que le sommet de sa montagne, le niveau maximal du deck était très élevé, seulement la pente était évidemment très ardue. Il a proposé une decklist très affinée que je vais vous proposer et que je vais vous présenter, mais avant on va rentrer un peu plus en détail quand même dans sa decklist. Qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo, au-delà du fait que Zan Sayed ait gagné le plus gros tournoi américain en étant évidemment plus undefeated avec son deck? Eh bien, c'est que son deck, après cette victoire, est devenu très populaire, notamment sur Pixelborn. Et Savage, qui est un grinder très connu d'autres TCG, notamment qui s'est fait connaître sur Hearthstone, mais qui maintenant est quasiment en full tryhard sur l'Orcana, a récupéré le deck de Zan Sayed et est passé top 1 Pixelborn avec son deck. Donc là où on avait l'impression qu'au début du chapitre 3, Humbersteel Song n'existait pas, eh bien c'est en train de devenir peut-être le deck numéro 1 de ce nouveau format. Et ça me régale. Avant de passer à la présentation de la decklist, je vais vous demander de laisser votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne, de vous abonner, de partager dans l'espace commentaire, de nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Discord, Facebook, n'importe quel réseau sur lequel vous voulez bien nous suivre. Et je vous invite aussi à passer par le lien Ultimate Guard, qui est notre lien d'affiliation que notre sponsor a mis en place pour pouvoir nous soutenir et pour que vous puissiez nous soutenir également. Ultimate Guard qui nous suit pendant toute l'année 2024. Merci énormément à eux et merci à vous si vous passez par notre lien d'affilié. Alors le deck de Zan Sayed, c'est ce deck-là. Donc c'est un deck Humbersteel qui peut sembler plutôt classique, mais avec quelques choix forts. On reprend la base bien connue du chapitre 1 et 2, avec donc du coup Ariel et une panoplie de très très bonnes chansons. On a 23 chansons dans ce deck, c'est énorme. On reprend donc du coup la flûte, qui était un petit peu le moyen pour Humbersteel en chapitre 2 de se battre contre Rouge-Violet. Ça permet de générer du lore à distance et donc du coup de clore les games une fois que soyez prête à raser notre board. On a un autre choix qui est très fort de la part de Zan Sayed, c'est qu'on joue plus le Stitch Rockstar et donc le Stitch à un mana qui ont été remplacés par Robin Hood et notamment l'alter Robin Hood qui se shift pour 3, ce qui en fait évidemment un excellent chanteur et une meilleure carte midrange que notre ami Stitch Rockstar. Il y a beaucoup de gens, et moi le premier, qui pensaient que justement c'était plutôt la Queen qui allait disparaître et qu'on allait continuer à jouer Stitch avec Stitch Rockstar tout en gardant Robin Hood et Cinderella. Cinderella qui est trop importante pour chanter les chansons d'early game et notamment Let the Storm Rage On contre les jeux qui voudraient altérer comme les jeux Morph par exemple ou alors les jeux avec Robin des Bois. Donc voilà, ça c'était pas que table. Et en fait, Zan Sayed, lui, il a décidé que c'était la Queen qui allait rester, de par le fait que la carte est capable de chanter une chanson dès le tour 2, et parce qu'elle a un potentiel d'agression qui nous permettra peut-être de générer assez de lore en early game, pour qu'une fois que les decks très contrôle et stabilisés, on puisse les finir avec la flûte. C'est plutôt bien vu et bien pensé. On a 3 Hades pour le grind, qui va nous permettre de reprendre n'importe quel personnage de notre cimetière. On a un Benja pour s'adapter notamment aux decks bleu-rouge, qui sont eux de plus en plus populaires. Il faut se rendre compte vraiment que Zan Sayed n'a perdu aucune game lors de son tournoi aux États-Unis avec ce deck-là, et que Savage est passé top 1 assez facilement de ce qu'il a dit. Donc le deck a l'air très bien adapté à l'entièreté du metagame. On a Cinderella qui a un choix très fort, de par le fait que ça se shift sur la Cendrillon 1, mais parce que c'est aussi une des rares cartes qui est capable d'aller chercher Cogwars. Alors comme on a 23 chansons dans ce deck-là, on va très facilement pouvoir attaquer une unité qui est dégagée, une unité, pardonnez-moi, je suis encore dans Star Wars Unlimited, je suis partout moi de toute façon, mais un personnage qui est dégagé, et donc c'est pour ça que cette Cendrillon-là, elle est plutôt puissante. Puis au-delà de ça, contre les decks gris, c'est un super body qui est difficile à déloger.
Au niveau des chansons, eh bien, on a la nouvelle The Bare Necessities qui, elle, coûte 2 mana et peut aller enlever une carte clé de la main de l'adversaire. Je pense notamment à Be Prepared, qui est la carte contre laquelle on va le plus tourner. On joue quand même 2 Grab Your Sword parce qu'on a une recrudescence de deck un peu agressif qui veut essayer de contourner le nouveau deck un peu dominant du méta qui est bleu-rouge. On a quand même The World Greatest Criminal Mind pour aller gérer notamment des Cendrillons, ce genre de carte-là. Alors il faut que la carte elle ait 5 de plus en force et non pas en endurance, ça aurait été un peu meilleur. Ça nous aurait permis de gérer les Robin Hood et les bêtes, mais malheureusement ce n'est applicable que sur la base de l'attaque des personnages qu'on va cibler avec. Et puis enfin, on a la nouvelle chanson qui est vraiment très puissante, And Then Along Comes Us, qui elle gère n'importe quel personnage un peu percutant et qui permet aussi d'aller chercher les lieux. Donc voilà, une liste qui paraît pas totalement nouvelle, mais qui a quand même mis en place quelques choix déterminants et qui visiblement a très bien réussi à Zensai. Alors attention, il y a aussi le niveau du pilote à prendre en compte, que ce soit Savage ou que ce soit Zensayed, c'est des gens qui ont une grosse culture TCG et qui savent très très bien jouer. Mais moi, ce qui m'importe, c'est pas tellement que les gars soient plus forts que la decklist, c'est que ces gars-là, ils aient tous les deux choisi de jouer cette liste-là, et pour remporter un tournoi, et pour passer top 1 Pixelborn. Donc voilà, je suis plutôt content, moi. C'était mon propos, je pense que c'était un peu sous-coté, que les gens ont un peu enterré rapidement Humber Steel. Je trouve que c'est un deck qui propose des patterns de play qui sont très complexes à évaluer. Notamment, c'est un des decks qui profite le mieux de A Whole New World. Et c'est très très dur quand tu n'es pas un très très bon joueur de calculer tous les tenants et les aboutissants de jouer un A Whole New World à certains instants de la partie. C'est un deck qui est quand même capable de clore rapidement les parties si on troque un petit peu de tempo contre la pose d'une flûte et qu'on essaye justement de reach, donc de mettre des lores à distance contre un adversaire qui essaiera lui de nous disrupter ou de gérer nos personnages. Mais voilà, tout ça, ça se calcule. C'est un deck qui est probablement pas très simple à jouer, mais qui mérite d'être présenté pour vous dire non, Humber Steel existe toujours, il faut juste s'en donner un petit peu les moyens. Alors, on va passer sur un autre débat. Zensayed, il a posté pas mal d'arguments. Il a fait un joli focus sur sa liste pour que les gens qui voudraient peut-être la reprendre puissent la jouer correctement. Il a fait ce qu'on appelle un mulligan guide, donc qui va vous aider donc du coup à choisir quelles sont les cartes que vous allez gagner que vous allez garder dans votre main contre tel ou tel match-up. Mais la critique principale qui est revenue sur son deck quand il a performé avec, c'était le nombre de non ancrables. Vous voyez, le deck a 21 cartes non ancrables. C'est malheureusement dû au fait que on est 4 flûtes et beaucoup de chansons qui soient non ancrables, donc forcément on est obligé de monter si haut. Et c'est vrai que nous, on a coutume, le Hive Mind, la conscience collective sur l'Orcana, a coutume de dire qu'à moins que tu sois un deck très agressif, dépasse pas les 16 encres. Ici, on a un deck qui est agressif, mais qui reste quand même assez mid-range, et qui du coup, théoriquement, voudrait pas monter aussi haut en encre. Eh bien, il faut savoir que des fois, on a des choses qui sont présupposées comme ça, mais qui sont pas forcément vérifiées par de la data et par des mathématiques. Hein. L'Orcana n'est pas encore trop sujet à ça, mais plus le jeu va se complexifier, plus il y aura des joueurs compétitifs, et plus il y aura un circuit professionnel qui va se mettre en place, et plus la data viendra, entre guillemets, ou éclaircir, affirmer ou infirmer certaines théories. Et on a donc du coup le bro Gilligabit, qui est celui qui tient la data sur Pixelborn, qui a fait une data en fonction du nombre de non ancrables du deck de Zensayed, et qui a établi qu'en fonction d'une courbe à un instant donné d'un tour, en fait chaque tour en fonction du non ancrable que tu as dans ton deck, à quel pourcentage tu es de ne pas trouver une carte à ancrer. Et en fait, je vais vous présenter la matrice qu'a présentée donc Gilligabit. Et il se trouve qu'avec 21 non ancrables, on est à tous les tours capable, si jamais on est discipliné au mulligan et qu'on fait attention un petit peu à comment on joue, on est capable à tous les tours d'ancrer une carte, quand bien même on a 21 non ancrables dans notre deck. Donc voilà, il y avait un peu une espèce d'heuristique de base, donc de règles préétablies, qui est importante à souligner quand même, éviter de jouer trop de non ancrables. Moi, globalement, je monte rarement au-dessus de 16, mais c'était des choses qui n'étaient pas validées par de la data, entre guillemets par de la science, et on se rend compte que dans ce deck-là, spécifiquement, alors ça vous demande évidemment beaucoup de rigueur, ça va vous demander d'ancrer des cartes que vous voudriez peut-être pas ancrer, ça va vous demander d'aller chercher spécifiquement des cartes non ancrables aussi au mulligan, mais en tout cas, d'après ce tableau ici, qui est donc du coup présenté par Gilligabit, on voit que 21 non ancrables et n'est absolument pas un problème pour cette liste Humber Steel Song. On va maintenant s'intéresser au Mulligan Guide
qui a été présenté donc du coup par Zen Sayed. En gros, il va vous aider en fonction du match-up que vous allez rencontrer à déterminer quel est le rôle de votre deck dans la partie et surtout quelles sont les cartes clés que vous voulez garder dans votre main de départ. Et donc il a listé la main parfaite pour chaque affrontement ainsi que le rôle que vous devez jouer. Et donc ici par exemple en Mirror contre Amber Steelsong, il vous préconise de garder spécifiquement ces cartes-là. Et si jamais vous voulez jouer le deck, je vous partagerai le Google Doc dans les commentaires, et bien jouez le deck avec ce Google Doc à côté de vous, ce qui vous permettra en temps réel de savoir quelles sont les cartes que vous voulez garder à chaque mulligan. Et donc, par exemple, petit conseil, il faut essayer de contrôler l'early game avec Cendrillon et la Queen, notamment Cendrillon et The Late Storm Rage, pour éviter justement à notre adversaire de lui développer des Robin Hood ou des Queens parce que vous aurez géré son early game, et notamment ses Cendrillons adverses pour qu'il ne puisse pas chanter. Et si jamais vous avez une Queen qui se shift, vous n'avez pas besoin de Cendrillon. Si dans votre main de départ, vous avez déjà la Queen 1 et la Queen A2, et bien dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de Cendrillon parce que vous avez déjà un chanteur en early game. Ça, c'est les conseils de Zen Sayed au mulligan. Contre Ruby Amethyst Control, comme il le dit, on veut setup une flûte le plus rapidement possible pour pouvoir générer le plus de l'or à distance et donc du coup être capable de gagner la partie quand bien même il aurait géré notre board. Voici les cartes qui sont préconisées à garder. Il ne garde pas de Cendrillon par exemple parce qu'on n'a pas besoin de chanter Let the Storm Rage vu qu'il y a très peu de personnages à tuer en début de partie contre Ruby Amethyst. Donc on préconise un plan plutôt agressif qui va se baser sur la flûte. Contre rouge, jaune, Mufasa, on veut tuer le plus tôt autour d'eux, si tant est que la liste joue plus tôt. Donc on va garder des Cinderella et des Let the Storm Rage. Et pareil, on va garder toute notre early game, Ariel, et les cartes qu'on va vouloir shifter. Contre vert jaune Mufasa, il faut jouer le rôle du joueur contrôle et donc du coup gérer les créatures sur le board en face. Et si on n'a pas le play, il vaut mieux... You don't have to play... Ah non, ok, non, c'est pas ça. Si vous ne voulez pas jouer, pardon, Wall New World dans ce match-up-là. Donc c'est une carte qui va être un peu morte, malheureusement, mais vous voulez pas lui refaire la main, sauf cas très spécifique. Contre violet, vert, tempo, on veut aussi jouer le rôle du joueur contrôle. Et on n'a pas non plus à jouer One New World, on ne veut pas refaire la main de l'adversaire, on va juste contrôler tout ce qu'il met sur le champ de bataille. Ça, pour le coup, c'est un match-up que j'ai beaucoup fait au chapitre 1 et au chapitre 2 en jouant Amber Steel. Et effectivement, c'est assez facile avec l'armada qu'on peut avoir de dégâts en gris, de gérer ce que va faire Emerald Amethyst. Donc on va se placer vraiment comme le joueur contrôle, où on va taper tout ce que propose l'adversaire. En tout cas détruire ses personnages. Contre Saphir Steel Ramp, il faut jouer le rôle du joueur agressif parce que lui, par exemple, en late game, va être capable de nous écraser. Donc il faut essayer de clore la partie rapidement et ça passe notamment par nos cartes altères et par le fait de défausser au moment précis, au moment clé, la bonne carte contre Saphir Steel. Je pense notamment ou à Grab Your Sword ou alors à Wall New World. Et nous, on va essayer de rapidement générer du lore avec la Queen et le Robin des Bois. Contre style Améthyste Jafar, ce sont ces cartes-là que vous allez garder. C'est souvent les mêmes, hein, globalement, à quelques exceptions près. Par contre, on veut tuer littéralement tous les Jafars. Comme on a un deck gris avec beaucoup de chansons qui mettent des dégâts, c'est pas trop dur de tuer tous les Jafars. Donc finalement, on est plutôt bien armé contre ce deck-là. Contre Ruby Saphir Control, qui est probablement un des plus mauvais match-up du deck, dans ce cas-là, il faut jouer le rôle du joueur agressif. Il faut avoir The Bare Necessities pour pouvoir enlever le Soyez prête au moment déterminant et générer beaucoup de lore rapidement grâce à la Queen. Et c'est pour ça qu'il a valorisé de garder la Queen plus tôt que le Stitch Rockstar, parce que c'est une carte qui va nous permettre de rapidement venir chercher du lore sur le terrain pour pouvoir... éviter que notre adversaire stabilise avec un compte de l'or trop bas. Et enfin, dernier deck, Emerald Steel Discard, même si le deck est de moins en moins populaire. Il faut le jouer comme si c'était un mirror, et donc du coup j'imagine détruire toutes les cartes d'early game, que ce soit les morphes ou les Robin Hood, pour éviter que notre adversaire puisse faire des altérations puissantes dessus. Et puis il vaut mieux au mulligan du fait que le deck joue Ursula, ou garder beaucoup de chansons, pour que entre guillemets, le choix soit divers et varié sur Ursula et vous permette vous de continuer à jouer des chansons, ou alors n'en garder aucune et toutes les ancrer. Ça va être à vous de juger en fonction de la texture de la game ce que vous devez faire. Et donc voilà, je trouve que c'est vachement cool de la part de Zen Sayed, ça lui demandait évidemment un petit peu de temps de proposer ça, mais ça permet pour ce deck qui est effectivement très difficile à jouer, qui a beaucoup de cartes non ancrables, où vous allez avoir l'impression plusieurs fois de perdre des parties tout seul. Lui, il est conscient de ça, Zen Sayed, mais il dit non, le deck est fort, je vais juste vous donner les clés pour pouvoir jouer ce deck-là au mieux. Et donc, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo.
Moi maintenant j'ai les clés de Zansayed au même titre que vous. Je connais déjà un petit peu Humbersteel parce que j'ai pas mal bourlingué le paquet sur les 2 premiers sets. Et on va partir directement sur le ladder de Pixelborn et je vais appliquer les règles de Mulligan de Zansayed. Donc voilà, c'était 10 minutes de blabla, évidemment, c'était très dense. L'idée, c'est de faire un focus, un deep dive dans cette decklist-là, qui est un peu méconnue à mon sens, ou en tout cas un petit peu sous-côté. Dites-moi si ça vous plaît, ce genre de contenu qui est moins divertissant, plus axé compétitif, où on va analyser plus longtemps le deck avant de partir en game. Je sais qu'il y a des gens qui regardent spécifiquement pour le gameplay, mais voilà, donnez-moi vos retours. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des fois un focus un peu plus poussé sur un deck pour peut-être vous réussir à le jouer un peu mieux. Donc là, on affronte rouge-bleu. Donc rouge-bleu, c'est le plus mauvais match-up du deck. Il va falloir qu'on adopte le rôle très agressif. Et donc, ce qu'on veut garder au mulligan, donc c'est les Robin Hood, les Ariel. On veut enlever tout ce qui est un peu trop late game. Ah, on a double Robin Hood. C'est amusant. Non, je crois qu'on va les enlever. On veut juste passer en dessous. On veut Bare Necessities et de l'early game. On a notre early game ici. On va relancer tout le reste. Parfait. Carte clé à garder, Robin Hood, Bare Necessities, Ariel et Robin Hood. On a plus ou moins ce qu'on veut. Que des cartes ancrables, donc on est plutôt bien. Finalement, ça devrait pas trop mal se passer, en tout cas pour ce début de partie. On va ancrer les chansons qui auront assez peu d'impact contre lui. Et lui, par contre, n'aura pas de gestion early game, donc notre Robin Hood devrait plus ou moins survivre. Notre adversaire est un peu lent. Un peu long à la détente. Si tu pouvais te dépêcher, ça serait pas mal. Super. Super, super. Bon. Allez, on est parti. Donc on veut affronter n'importe quel match-up, je dirais. Comme ça, on se calque un petit peu sur ce que Zansayed nous a dit. Ok, on affronte du coup Ruby Amethyst Control. On veut absolument setup une flûte en early game. Et donc on va garder au mulligan toutes les cartes d'early game. On va remove les chansons, mais garder les flûtes. C'est parfait. Donc on veut pas Grab Your Sword, on veut pas Cinderella, on veut pas Let the Storm Rage. On veut seulement Robin Hood et flûte pour pouvoir trouver ensuite des réponses, des Ariel, des Queen et des chansons en late game pour setup notre flûte. Ok, on est plutôt bien ici. Ça c'est parfait et ça c'est parfait. Ok, très très bonnement, on va pouvoir faire Robin Hood dans flûte, dans Ariel probablement. Contre lui, il y a de grandes chances que les chansons soient pas brillantes. Ça, on va le garder parce que ça pètera le crochet. Et on a effectivement pas mal de cartes ancrables. Il est capable de venir gérer notre Queen, notamment avec les Pinocchio, ou alors notre Robin Hood. J'ai ni l'un ni l'autre en termes d'alter. Enfin, j'ai pas la grosse reine et le gros Robin des Bois. Je vais jouer Robin Hood parce que je pense que j'ai envie de flûte tour 2. D'après les conseils de Zansayed, il faut vraiment setup une early flûte. Et ça me permettra du coup au tour 3 de jouer mon Robin Hood à 3 si je le top deck. Alors que si je top deckais la reine, mais au tour 2, j'aurais quand même envie de faire la flûte. Je pense qu'on est, on est mieux comme ça. On va aller chercher tout le lore qu'on peut le plus rapidement possible. Ok, il ancre une mini, donc il joue pas les nouvelles versions avec les adeptes de Chernamog. Ok, il joue même pas les versions avec Rafiki, il joue mini et Olaf, ou alors il joue 2 mini de Olaf et 4 Rafiki. C'est anecdotique pour nous, on s'en fiche un peu. Et on va ici setup notre flûte. Il peut pas nous trade le Robin, donc on y va. Faudrait qu'il joue la reine 2 rush, mais c'est pas du tout joué dans les versions rouge-violet. Après, on sait pas, hein, les gens peuvent faire des choses un peu spicy sur le ladder, mais je crois pas. Là, on va devoir ancrer Banja si on ne trouve pas une carte ancrable le tour d'après.
Bon, d'après le tableau de variation de Gilgabit, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Bon, bah ça, je pouvais rien y faire en fait. Globalement, ce Thyssen Ambition, qui est plus trop joué dans les listes, hein. Il a une liste qui est un peu outdated. En tout cas, si tu veux battre le Mirror, tu peux plus jouer des Thyssen Ambition. Effectivement, avec le retour d'Amber Steel Song, ça fait un peu sens. Donc, point pour lui. En fait, est-ce qu'il est en retard ou est-ce qu'il est en avance? Ça, on ne sait pas vraiment. Mais voilà, j'ai bien fait de prendre mon Lord parce que dans tous les cas, ça ne sauvait pas ma carte. La question maintenant, c'est est-ce qu'il fait bien de rejouer des Thyssen Ambition ou est-ce qu'il est juste pas à jour sur le fait qu'on n'en joue plus? Mais peut-être que Amber Steel est redevenu tellement populaire qu'il a raison en fait d'en jouer. C'est amusant. Amusant, intéressant et je sais pas qui a raison. Je sais pas quoi prendre. Je dirais Wall New World. Par réflexe, engagez là, même si ça ne fait pas de l'or. On n'a pas réussi à mettre de la pression en early game, on n'a pas réussi à avoir une Queen ou un Robin Hood, mais on a une flûte qui est setup. C'est amusant qu'il ait choisi de jouer 3 Hades. Pour la petite anecdote, Savage a repris la liste de Zan Sayed, mais il a cut le 3e Hades pour entrer une deuxième réponse, ce qui fait descendre son compte total de non ancrable à 20 au lieu d'être à 21. Je sais pas si. Enfin, par respect pour la performance de Zan Sayed, je voulais présenter son deck en l'état, surtout parce qu'il nous a donné le Mulligan Guide et compagnie. C'était vraiment l'idée de mettre en valeur sa performance. Mais c'est vrai que si moi je devais aller tryhard le ladder avec Amber Steel, je pense que je ferais le même ajustement que, que Savage et que je cutterais le 3e Hades, à mon avis. C'est un peu gratuit, 6-7 maléfique. Ok, on va juste jouer un Benja. Ça alors pour 2, hein, donc c'est une carte plutôt agressive. Ou alors juste on joue ça. On va plutôt jouer ça et reprendre Robin. On n'a pas trop besoin de Wall New World maintenant. Je pense que Wall New World, tu as vraiment envie de le faire juste avant le tour de Be Prepared pour théoriquement lui faire défausser ceux qu'il aurait pu stacker dans sa main. Ou alors tu veux lui faire quand toi, tu as un peu la main plutôt vide. Lui, pour le coup, a la main assez pleine, donc il n'aurait pas trop tiré d'avantage du Wall New World si on l'avait fait ce tour-là. Peut-être que c'était pas mal aussi. Je vois bien le monde où le tour d'après, je set up Robin, j'ancre Benja, je chante Wall New World et je trouve un Robin à shift sur Robin Hood. Ça m'a l'air pas trop mal. Il joue. Ah ouais, non, il est totalement outdated. Il joue encore Jim, alors que les nouvelles listes ne jouent quasiment plus de lieu. Donc là, on voit que notre adversaire, il est plus trop dans le. Il est pas trop dans le méta actuel. Ça nous va plutôt bien. On a perdu notre moyen de chanter, par contre. On a perdu notre moyen de chanter. On va ancrer un Benja. Je vais vider ma main pour pouvoir faire un Wall New World le plus rapidement possible, je pense. Ça me permet surtout de commencer à récupérer du lore avec ma flûte, de jouer des chansons tous les tours. Ok, Maui c'est fort. Toujours. Toujours très fort le Maui. Je crois qu'on va devoir jouer Wall New World. Hein. Ce qui m'embête, c'est qu'on puisse pas le chanter. Ah, super. Bon, ça va.
Ça va, on va pouvoir la chanter, probablement. Bern City, c'est très bien. Bern City, c'est très bien. De toute façon, on peut prendre que ça, il n'y a pas trop de choix. On va ancrer Benja. On va le faire parce que le tour d'après, de toute façon, ce sera One New World. Donc voilà, on va enlever le bi-prépared. Classico. Ça nous permet de récupérer ça. Ouais, et on va juste chanter avec Robin Hood. On n'a pas besoin d'aller trade Maui, vu que notre Ariel à nous n'est pas engagé. C'est à lui de venir faire le trade s'il le souhaite. Et si jamais il fait pas le trade le tour d'après, dans ce cas-là, on pourra probablement shift avec un Robin Hood. On est plutôt bien ici. Moi, pour avoir pas mal joué le deck chapitre 1, alors chapitre 1, le deck était vraiment très très fort. Chapitre 2, avec Flûte, j'ai pas mal joué le deck et j'ai toujours eu la sensation que même contre Rouge-Violet, quand je perdais les parties, je les perdais tout seul. C'était pas mon deck qui était pas assez fort, c'était moi qui prenais les mauvaises décisions. Mais je crois que Flûte, c'est une dynamique que les gens ont pas trop pris en compte, mais Flûte, ça rééquilibre à fond le match-up, quoi. Ça te donne un moyen de l'aurer à distance. Flûte, en fait, c'est ta boucle Merlin Mime. C'est ça qui est venu renforcer Amber Steel et qui lui a permis, une fois que le board était stabilisé, de quand même continuer à l'aurer. Je dis pas que cette game elle va être facile, elle est même probablement déjà très difficile, mais j'ai la sensation que toutes les games que je vais perdre avec Amber Steel, c'est pas le deck qui les perd, c'est le pilote. Et d'ailleurs, si ma théorie se vérifie, celle que je porte depuis la tier list, c'est qu'Amber Steel est le meilleur deck du format. C'est juste qu'il est plus dur à jouer que les autres et donc forcément est moins pique. Et donc du fait qu'il soit main pique, on le voit moins dans les tops. Ce qui n'est pas le cas actuellement d'ailleurs, il est en train de surperformer. Mais ça pourrait être le cas au début. Je crois que je vais quand même ancrer et chanter ici pour me refaire la main, ouais. Qu'est-ce qu'on a défaussé ici? Une Titian Ambition. Ok. Je crois que setup les flûtes le plus rapidement possible, c'est ce qu'il faut faire. Je sais que Raclem préconisait de tuer les merlins dès que tu les voyais, mais c'était vraiment spécifique au Mirror. Je suis pas sûr que là, Merlin, ça soit la carte qui nous fasse le plus peur. Merlin Lapin contre Humber Steel. Je crois que je vais continuer juste à me développer. C'est dommage qu'on n'arrive jamais à alter, quoi. On a ou la reine quand on a le petit Robin, ou alors le gros Robin quand on n'a pas de petit Robin, malheureusement. Je me suis permis de développer un peu le board, parce que mon adversaire, il est loin de son bi-prepared. Je vois d'ailleurs qu'il n'a pas pu ancrer le tour d'avant, ça c'est quand même dramatique pour lui. Mais on prend, on prend. Ok, on va perdre une Ariel. C'est une belle réponse à Ariel quand même, Madame Mime, hein. Tu trades Ariel for value, c'est-à-dire que toi, ta Madame Mime, elle reste vivante. C'est quand même assez relou, c'est clair. S'il fait serpent sur Madame Mime, il est pas trop mal, je crois. En tout cas, j'aurais pas de bonne cible à Let the Storm Rage On. Ouais, ça c'est cool. C'est vrai que pour le coup, ça c'est un peu outdated, mais contre nous, c'est vachement bien, finalement. Mais comme il joue Jim avec les lieux, je pense qu'il a juste les anciennes versions. Ouais, en plus, je pioche la réponse, c'est laid, quoi. Enfin, c'est laid, c'est stylé pour lui, mais je pioche le gros Robin à ce moment-là, quoi. Ah, ok, j'ai un peu de chance, tant mieux. Déjà, on va récupérer directement notre lore, ça fait plaisir.
C'est un peu le tour de Soyez prête, donc ça serait con là de venir donner Soyez prête instant. Bon, je crois que je vais juste chanter. Ok. J'accepte de te donner tout ça sur Soyez prête, mais parce qu'en même temps, je vais me faire plaisir, moi. En fait, c'est ça. Si jamais tu sais que tu vas te prendre Soyez prête, tu peux juste tout le temps designer euh, spécifiquement ce que tu acceptes de perdre, mais ce que tu vas gagner, si tu es capable de repartir. Tu vois, si mon oppo là, il fait Soyez prête, enfin, vous voyez, je tutoie comme s'il y avait qu'une seule personne qui regardait. Vous voyez, si mon oppo il fait Soyez prête ici, moi derrière, je repars vachement bien en fait, avec une Ariel, avec un Robin Hood, la possibilité de chanter. Je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut jouer le match. Très bonne carte. C'est le deuxième Soyez prête qui est passé. Ouais. Ça m'embête un peu ici de pas l'aurer, de perdre un tour de l'or. Et ça aura plus de bonnes cibles. Ça va peut-être vous paraître un peu bête, mais je crois que j'y vais comme ça. Le tour d'après, je peux chanter Wall New World. Ouais. Wow, génial. Génial, génial. Ce qui est bien aussi avec le fait d'avoir 23 chansons maintenant, là où on en jouait plutôt 16 en chapitre 1 et un bon 18 en chapitre 2, c'est qu'avec 23, ta Ariel, elle whiff jamais. Alors whiff, ça veut dire louper, échouer à trouver la carte sur le dessus de ton pack. T'as toujours une chanson à trouver. C'est genre automatique, quoi. Ok, Jim, donc là on va se prendre un lieu, probablement le castle. Qui peut se mettre dedans. Ok, c'est pas trop grave, je dirais. Il est quand même pas mal en retard en lore, donc... En fait, maintenant, il a beau avoir plein de gestions, il a beau avoir des bi-prépared, il a beau avoir toute la gestion rouge, c'est très compliqué de m'empêcher de flûter tous les tours. Très compliqué pour lui. Il joue vraiment à l'ancienne avec les Ursula. J'aime bien en même temps, c'est mignon. Ouais, on va rester comme ça. Il va piocher 2 cartes et être capable de rajouter 2 de l'or, mais je crois que j'ai assez d'avance ici. Et si je prends bi-prépared, je pourrais quand même chanter Wall New World, passer à 17. Ça devrait le faire. C'est un peu chiant que j'ai pas de réponse clean à ce castle. J'aurais bien aimé trouver Zeus. J'en ai passé qu'un seul en plus, je crois. Je trouverai forcément un Zeus le tour d'après avec mon Wall New World. J'ai 2 chanteurs, donc s'il a pas bi-prépared, globalement j'en ai une qui va survivre. À moins qu'il ait Jim qui tape into Maui. Ça peut être un peu chiant. Mais dans tous les cas, j'ai mon 3e chanteur avec Robin Hood. Donc là, tout va bien se passer. Et c'est ça que j'aime bien dans ce deck-là, c'est que dans Vergris, par exemple, on altère pour avoir des bonnes cartes sur le board. Mais en fait, dans ce deck-là, dans notre deck, on altère pour avoir des bons chanteurs. Donc c'est une synergie qui se rajoute dans la synergie. C'est là où le deck est délicieux, à mon sens.
C'est quand même pas une partie facile à gagner, hein, attention, il va falloir aller se battre, hein. Surtout s'il commence à faire des boucles de Merlin et compagnie, on n'est pas on n'est pas totalement sorti d'affaire ici, mais on va se battre, quoi. Je prends beaucoup de l'or ici. Je prends beaucoup de l'or et je prends le risque de lui donner sa carte. Je crois que j'aime mieux juste ça. Il s'est perdu, c'est échec et mat. Il peut pas m'empêcher de chanter le tour d'après et de gagner. Et lui, il peut pas faire 11 de l'or. C'est impossible pour lui. Ouais. GG. On l'a joué comme c'était préconisé, hein. Essayer de récupérer du lore en early game, poser des flûtes rapidement. Et quand t'as 23 chansons, tu chantes tous les tours. Et si lui, il n'est pas capable de clore la game rapidement, ce qui est difficile à faire avec son deck control, bah dans ce cas-là, il va se faire gratter, gratter à long terme. Et c'est un peu la faiblesse de rouge-violet. C'est les couleurs n'ont pas de gestion d'items. C'est pour ça d'ailleurs que bleu-rouge est devenu un top deck du méta, parce que sous-fétiche est une carte que rouge-violet ne peut pas battre. Parce qu'à la base, bleu-rouge, ça n'a pas un bon match-up contre rouge-violet. C'est sous-fétiche qui te donne le match-up instantanément. Bah là, c'est pareil. Je pense que quand tu as une bonne gestion de la flûte, tout se passe très bien. Bah, il aura beau faire ce qu'il veut, il n'y a rien qui m'empêche de mettre mon dernier point de l'or. Donc, moi qui me demande ce que je vais jouer au Store Championship de fin avril, je suis totalement perdu. Je pensais jouer rouge-violet. Après, je me suis dit que j'allais peut-être essayer vert améthyste, une version bien aggro pour essayer de passer en dessous des rouges-violets. J'ai toujours aimé Amber Steel, mais j'avais besoin quand même de validation. J'avais l'intuition que c'était un bon deck, mais le deck faisant peu de performance et moi n'ayant pas le temps et le volume de jeu pour arriver moi-même à mes propres conclusions, en tout cas valider mes propres intuitions, bah, j'étais un peu pieds et poings liés de ce que les gens allaient faire dans le metagame. Et là, maintenant que c'est super performant, ça y est, quoi, je suis un peu matrixé. Je me dis, c'est peut-être Amber Steel que je dois jouer, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ce chapitre 3 est incroyable, hein. Le méta ne fait que bouger. Il est giga varié. On a tous les styles de jeu qui sont viables. C'est incroyable. Franchement, Ravensburger, Lorcana, Disney ont fait un travail de fou, hein, sur chapitre 3. Et c'est le well play qui tombe. C'est well play qui part ici. On n'a pas de moyen de m'empêcher de l'aurer. Hop là. Et oh. GG, c'est la victoire. Je vous laisse tester le deck chez vous. Donc du coup, pareil, avec le petit Google Doc pour savoir comment jouer dans tel ou tel match-up et quelles sont les cartes clés à garder au mulligan. Une fois que vous avez les cartes clés, gardez aussi des cartes ancrables. C'est important vu que le compte de non ancrable est élevé. Mais si vous êtes discipliné, que vous jouez correctement, que vous prenez de l'expérience avec la liste, vous allez voir que pour le coup, c'est un très très bon deck. Voilà, je suis super content de vous avoir fait la présentation de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vos retours sont super importants sur ce type de vidéo parce que ça sort un petit peu de la formule ordinaire. Et donc, c'est à voir si ça vous intéresse ou pas. Merci à tous d'avoir suivi. Le pouce bleu, l'abonnement. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde.